Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conférence autour des quartiers culturels et créatifs, moteurs de dynamisation culturelle et territoriale. Merci également à nos 3 intervenants qui nous viennent pour certains de loin et qui vont nous offrir un regard croisé sur cette thématique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Axel Poulaillon, que je vais présenter rapidement. Spécialisé en développement et marketing territorial, Axel Poulaillon occupe les fonctions de directrice générale adjointe en charge de l'attractivité depuis 2023 au sein de l'établissement public territorial Pleine Commune. Au sein de ce pôle, elle orchestre les dynamiques économiques, culturelles et touristiques, politiques publiques qui ont participé à l'accueil des Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui préparent les mutations de demain pour le territoire. Youssef Hayat, vous êtes expert en marketing territorial, vous avez rejoint l'AODA, filiale de la Caisse des dépôts et de gestion, en 2008, où vous avez occupé plusieurs postes à responsabilité dans la communication, le marketing et les fonctions support. Aujourd'hui, Youssef Hayat pilote la communication, le marketing territorial, la coopération culturelle et économique, ainsi que l'animation et la programmation culturelle de Casa Anfa pour en faire une centralité urbaine dynamique et attractive. Enfin, Manuel Rabaté, directeur du Louvre Abu Dhabi depuis 2016, vous supervisez les activités et opérations du musée qui a franchi le cap des 6 millions de visiteurs depuis son ouverture et a établi un record annuel de 1,4 million en 2024. Engagé dans le projet dès ses débuts, Manuel Rabaté a rejoint en 2008 l'agence France Muséum où il a occupé successivement les postes de directeur financier, secrétaire général puis directeur général. Auparavant, il contribue à l'ouverture du musée du Quai Branly Jacques Chirac en tant que directeur adjoint en développement culturel, pilotant notamment l'itinérance des premières expositions temporaires. Il participe également au développement du département des arts de l'islam du Louvre en tant que directeur adjoint de son auditorium. Manuel Rabaté est diplômé de Sciences Po, de l'École des hautes études commerciales et chevalier de l'Ordre national du mérite. En introduction, peut-être, je vais présenter un petit peu le sujet, puisqu'on aborde un sujet assez vaste. On peut dire que l'expression de quartier culturel et créatif est omniprésente dans les discours urbains, culturels et économiques. De Montréal à Berlin, de Shanghai à Paris, ces quartiers sont vus comme des moteurs d'innovation artistique, de dynamisme économique et d'attractivité touristique. Mais que mettons réellement derrière ce terme ? Alors, je vais juste... Voilà ce que propose l'intelligence artificielle quand on lui demande, avec quelques mots-clés en légende, des musées, des théâtres, des studios de création, des artistes en plein travail, une ambiance vivante et propice à l'innovation artistique. Mais au-delà du cliché, l'Institut Paris Région en donne la définition suivante. Il s'agit de quartiers dans lesquels la densité des équipements culturels, des lieux de création artistique, des acteurs et des événements génère une dynamique locale et un écosystème créatif. Le concept a émergé dans les années 90 pour parler initialement plutôt d'initiatives spontanées, d'artistes ou de créatifs à partir de friches industrielles ou d'espaces urbains en reconversion. Et puis, leur essor s'est accéléré au début des années 2000 à travers des stratégies publiques de régénération urbaine et d'attractivité qui ont placé la culture comme moteur de développement territorial. On pense spontanément à des exemples comme NDSM à Wharf à Amsterdam, le quartier des spectacles à Montréal, le quartier des musées à Vienne, pour n'en citer que quelques-uns. Aujourd'hui, on compterait plus de 500 quartiers culturels et créatifs selon le Global Cultural District Network. En réalité, c'est un chiffre qui est difficile à établir, tant les réalités qu'il recouvre sont variées. 20 ans après l'émergence du concept, on va espérer aujourd'hui 3 cas concrets qui illustrent différents contextes, différents modèles et aussi différents degrés de maturité. Je vais présenter les 3 quartiers rapidement en quelques mots avant de laisser la parole à nos intervenants. Le premier, donc Saadiyat Cultural District à Abu Dhabi, est un projet de 270 hectares à l'ouest de l'île de Saadiyat qui ambitionne de faire d'Abu Dhabi une capitale culturelle internationale. Il abrite des institutions emblématiques déjà ouvertes, à commencer par le Louvre Abu Dhabi, ouvert en 2017, mais aussi des lieux d'art et de formation tels que Manarat Al Saadiyat et Berkeley Abu Dhabi. Le quartier accueillera bientôt de nouveaux projets ambitieux avec le Guggenheim Abu Dhabi, signé par Franck Gehry, le Zayed National Museum dédié à l'histoire des Émirats, et aussi le Musée national d'histoire naturelle, le Team Lab Philomena,
ainsi que l'Abrahamic Family House, qui est un espace de dialogue interreligieux. Le quartier s'inscrit dans un vaste plan de développement visant à doubler le nombre de visiteurs internationaux et à faire d'Abu Dhabi un pôle culturel majeur. Casablanca, deuxième territoire, qui est un projet de réhabilitation de l'ancien aéroport d'Anfa, qui s'étend sur 350 hectares, au cœur de Casablanca, qui intègre 8 quartiers, dont la place financière Casablanca Finance City. Son axe central est Anfa Park, un parc de 50 hectares aménagé sur l'ancienne piste d'atterrissage de l'aéroport et qui accueille des événements majeurs tels que le Casablanca Festival, Casa Anfa Latina, Alif, Village Casa Anfa ou encore le Salon international du livre Anfa et jeunesse. Le projet comprend également Anfa Cité des Arts, un futur quartier culturel de 20 hectares axé sur la réhabilitation de plus de 40 bâtiments patrimoniaux, dont l'ancienne aérogare qui deviendra le musée de l'image et de la photographie en partenariat avec la Fondation nationale des musées. Enfin, un territoire, Plaine Commune, qui s'étend avec 8 villes sur 47 km², marqué par une histoire industrielle et une forte dynamique culturelle. Quelques chiffres, 250 lieux culturels, 15 fabriques artistiques, 11 900 emplois dans les industries créatives. Plaine Commune, ce n'est pas un, mais plusieurs quartiers culturels emblématiques, existants ou en développement, avec la Cité des Arts, Grand Pleyel, les laboratoires Éclair, Fort d'Aubervilliers, le secteur Confluence élargie, pour n'en citer que quelques-uns. Plaine Commune, c'est surtout une approche urbaculturelle qui se veut unique en faisant de l'art et de la culture un levier de transformation urbaine et de dialogue avec les habitants. On reviendra sur cette démarche. Mais peut-être pour commencer, Axel, je me tourne vers vous. Est-ce que pour vous, le concept de quartier culturel et créatif s'applique à votre territoire et si oui, comment ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de ce moment et nous avons pu échanger pour préparer cette conférence. Et nos territoires peuvent paraître bien lointains, bien différents et très rapidement au cours de nos échanges, et j'espère que c'est ce qu'il ressortira. Nous avons vu des points communs et notamment sur l'avenir de ces quartiers. Si je reviens à votre question, disons que nous allons le poser sous forme. Quelle est la bonne échelle finalement pour poser ces quartiers et évidemment, quand on travaille à l'échelle d'un territoire en mutation, mais aussi d'un territoire chargé d'histoire, comment faire culture ? Ces quartiers culturels existent, mais ce qu'il me semble intéressant avec le recul maintenant, c'est de se dire quels sont les invariants de ces quartiers culturels et qu'est-ce que nous voulons à présent en faire. Et si on regarde les images que vous avez diffusées, bien sûr, nous trouvons des musées, nous trouvons des tiers-lieux, nous trouvons différentes sources de culture, mais ce qui ne ressort pas de l'IA, et qui est pour moi le cœur d'un quartier culturel, ce sont les interactions. Parce qu'en fait, c'est bien ça, ce qui fait quartier culturel. Bien évidemment, nous avons besoin d'équipements, nous avons besoin d'offres, de propositions, mais ce qui fait quartier et non silo, c'est bien évidemment notre capacité, d'un point de vue, là pour le coup, politique et de développement territorial, de susciter les relations, les interactions, le déploiement de la culture, aussi bien dans son rôle de lien social, mais également dans son aspect économique et de développement d'un territoire partagé avec ses habitants. Donc ce qu'il faut regarder à présent, c'est est-ce que ces quartiers culturels répondent bien aux enjeux de maillage, de rayonnement de la culture au sein de nos territoires. Et c'est là où il nous faut travailler. Et ce n'est pas que implanter un musée, ce n'est pas que soutenir un tiers-lieu, mais c'est bien rapprocher ce tiers-lieu de ce musée. Et au-delà même de lieux clos, c'est comment mettre dans l'espace public, au sein de ces quartiers, comment faire culture au sein de nos quartiers en réunissant toute cette créativité et toutes ces structures pouvant transmettre. Voilà, ça c'est un premier point d'échelle et de rayonnement. Et je rajouterais de l'importance, bien évidemment, de travailler l'interaction, l'écosystème local, mais surtout de ces écosystèmes, et je penserai à un niveau européen, de ne pas être château fort, mais bien au contraire, ces quartiers culturels doivent se mettre en réseau, et notamment dans un rayonnement européen.
voire évidemment au-delà de la Méditerranée. Et c'est ce qui doit maintenant être le moteur au-delà de propositions d'aménagement foncière ou de quartier. C'est bien ce rôle de développement économique territorial autour d'écosystèmes permettant à la fois le lien avec les habitants et le développement d'une économie. Il y a une autre façon de prendre aussi ces quartiers, si on parle d'échelle, c'est, en tout cas pour un territoire comme le nôtre, c'est s'interroger à ce qu'on appelle, nous, les objets urbains. Est-ce que l'échelle d'un quartier, mais est-ce qu'on peut dépasser cette notion de quartier et par exemple s'interroger à un canal? On sait que nos grandes villes, et toutes les villes, et notamment les villes européennes, je vais reprendre cette expression des urbanistes, pour la plupart ont tourné le dos à l'eau pendant de nombreuses années, notamment les villes industrielles, puisque c'était avant tout des fins de navigation et des fins de développement industriel que devaient jouer ces canaux notamment. Et on voit de plus en plus que les villes se réapproprient l'eau, et particulièrement les canaux, et comment ces objets qui vont, dans notre cas, transcender et parcourir différentes villes, deviennent en soi des quartiers culturels. Et comment on aménage ces objets urbains pour en faire des nouveaux lieux de parcours, de rencontres, et sur notre territoire, pour être précis, je parlerai évidemment du canal Saint-Denis, qui relie la Villette au Stade de France et qui, c'est plus de 5 km et actuellement c'est plus de 5 km dédiés à l'art urbain et à l'occasion des JO où plus de 30 000 personnes empruntaient ce canal pour rejoindre le Stade de France. Nous avons pu leur proposer donc 5 000 j'exagère à peine, 5 km dédiés au street art, mais également l'occasion de leur proposer une conversation avec l'art contemporain autour d'enjeux économiques et la création de nouveaux parcours. Je pourrais citer en autres objets urbains les passerelles, les ponts. Qu'est-ce qui fait que ces lieux de transition, ces lieux de rencontre justement entre territoires deviennent, ou en tout cas sont au cœur de la création artistique et des liens pour faire de nouveaux quartiers. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Youssef. Votre Casa Onfa est dans une situation différente puisqu'il s'agit d'un exemple rare au Maroc d'un nouveau projet urbain de grande ampleur qui intègre une forte dimension culturelle et qui est en plein développement. Comment la culture, vous avez réussi dans ce projet urbain à intégrer une forte composante culturelle et sous quelle forme elle se manifeste aujourd'hui? Bonjour, ravi d'être là. Donc il faut revenir un peu au début de l'histoire. Donc c'était un ancien aéroport. Vous m'entendez là? Ouais, sur 2 km, 350 hectares au cœur du capital économique. C'est quelque chose qui est assez unique dans le monde et qui a commencé à se développer par différents quartiers. Il y a 8 quartiers pour qu'on voit la dimension de la chose. Et donc il y a les tours qui ont commencé à pousser, il y a des immeubles résidentiels qui ont commencé également à pousser. Et la problématique, c'était qu'il fallait ramener à un moment ou à un autre de la vie dans le projet, même si le projet est au cœur de la ville, entouré de quartiers périphériques. Et on a Enfa Park, qui est un parc central, qui est situé sur l'ancienne piste d'atterrissage. À terme, il fera 50 hectares, mais sur sa première phase de 20 hectares, on s'est rendu compte que c'était un lieu de réussite en termes de mixité sociale et qui attirait à peu près 250 000 visiteurs par mois. Donc on s'est dit comment ramener de la culture. On a commencé par ramener le plus grand festival privé du Maroc, qui est le Casablanca Festival, qui se tenait dans un autre lieu, et on l'a délocalisé à Enfa Park. Et là on a vu que le succès était immédiat. Donc ça a été suivi par d'autres festivals qu'on a coproduits avec ses organisateurs. Et là, on s'est rendu compte qu'Enfa Park pouvait devenir un véritable laboratoire d'expérimentation culturelle. Donc, on a commencé à développer différents partenariats avec des instituts culturels internationaux, avec des ambassades et des fondations pour commencer à travailler sur un programme annuel
d'animation, que ça va de pièces théâtrales, marionnettes, de cinéma en plein air, tout type d'activation, des expositions photos. Et là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une carte à jouer. En plus, sachant que nous, dans le territoire, on a un patrimoine de 50 bâtiments historiques, militaires et civils qui vont être réhabilités dans l'art et la culture. Donc pour nous, en FAPARC, c'est vraiment un laboratoire où on peut tout tester. Et pour voir par la suite, c'est comment on va réhabiliter ces bâtiments. Et ça a été suivi par différents types d'activations culturelles. Par exemple, on a transformé un kiosque en librairie gratuite. On a commencé à développer un parcours de sculpture monumentale. On a fait intervenir des artistes sur des cimaises. Et ça se développe. Chaque fois, on développe des nouvelles idées. Certaines marchent moins. Donc ça nous permet d'avoir une sorte de pot et de curseur de cette vie culturelle dans le projet. Merci beaucoup. Dans ces deux exemples, on voit quand même que plusieurs éléments contribuent au développement culturel, et notamment la dimension expérimentation, événementielle, et puis une dimension temporaire aussi. L'exemple de Saadiat semble assez différent à cet égard dans la manière dont le projet a été pensé et se développe. Est-ce que vous pourriez nous raconter, Manuel Rabaté, comment ce projet est né et quels sont ses objectifs ? D'abord, merci beaucoup de m'inviter à cette table ronde. Grand merci au CITEM, grand merci à Beaux-Arts. C'est un vrai plaisir de revenir. En fait, j'ai vraiment commencé ma carrière au Louvre, donc venir le mardi quand il est fermé au Carrousel, c'est un plaisir personnel important. Le district culturel de Saadiat fait partie en fait de la stratégie intégrée des Émirats arabes unis et spécialement de la capitale de cet émirat qui est l'émirat principal par sa taille, par son importance dans le pays, d'Abu Dhabi. Et donc, c'est une stratégie qui embrasse la totalité des champs de l'économie, du développement, de l'accélération. Il y a une partie qui touche au développement même de la cité. Parce que les Émirats sont une fédération dans laquelle il y a, donc c'est le même nom, Abu Dhabi, qui est le nom de l'émirat et de la ville dont nous parlons. Dans cette ville, qui est en fait un archipel, c'est intéressant ce que vous disiez sur le rapport à la mer. Quand on est dans un archipel, on peut difficilement tourner le dos à la mer, puisqu'elle est partout. Donc vous avez une de ces îles qui s'appelle Saadiat, et qui était en fait, il y a une vingtaine d'années, très très peu développée, et qui aujourd'hui fait partie complètement, de manière intégrée, du schéma de développement de la capitale. Donc en fait, je zoome, hein, la ville, l'État, et on arrive donc sur Saadiat, et donc il y a un élément de cette île Saadiat, qui est le district culturel, qui est un triangle dans cette île, dans lequel le programme a décidé d'investir énormément sur la culture, les musées, l'éducation. Autour, vous citiez Manarat, c'est dans la périphérie de Saadiat, mais c'est dans la même île, mais c'est plus dans le district ordonné. Vous avez New York University qui est là, la Sorbonne Abu Dhabi, c'est l'île d'à côté. Vous avez un certain nombre d'éléments culturels qui sont disposés tout autour. Donc c'est vraiment un ensemble de tâches concentriques. Donc pour Saadiat Cultural District, l'idée c'était d'avoir un ensemble de structures culturelles et muséales importantes avec un mélange entre des architectures très importantes, des architectes qui étaient des signatures et qui savaient faire des objets, comme vous disiez très justement, donc des objets architecturaux signés, mais aussi intégrés dans leur culture locale, dans leur compréhension de l'arabité, de là où ils étaient. Donc c'est pas une dissertation qui flotte, c'est quelque chose qui est vraiment incarné dans ce territoire bien spécifique. Et donc le programme a évolué, mais aujourd'hui, alors qu'il est vraiment en train d'aboutir. Le Louvre Abu Dhabi a ouvert en 2017. La signature du traité entre la France et les Émirats, c'est 2007, 10 ans de projet. Et après, de novembre 2017, on a ouvert. Et on est donc 7 ou 8 ans après. Et on a maintenant trouvé notre public, 1,4 million de visiteurs, comme vous disiez. Donc on est pas encore en croisière, toujours en ascension, mais on a quand même franchi un cap. Ce qui arrive bientôt, c'est
TeamLab Phenomena, donc un espace immersif avec le consortium japonais qui sont magnifiques. Je ne sais pas si vous les avez vus à Tokyo, c'est incroyable ce qu'ils font. Donc, ils ouvrent le 18 avril, hein, donc ça c'est demain. Le musée d'histoire naturelle, c'est certainement après l'été. La date n'a pas encore été communiquée, mais on sait que ça approche. Le Zayen National Museum qui va donner, donc nous on raconte une histoire de l'art connectée, 10 000 ans d'histoire connectée. Le musée encyclopédique universaliste réinventé au cœur du monde arabe. Le musée d'histoire naturelle va aussi raconter l'histoire de la science, de la vie, vue à travers une lentille arabe et prenant sens dans ce territoire. Le Zayen National Museum va raconter l'histoire de la nation, des Émirats, et sa connexion avec le monde. Et le Guggenheim, donc le ZNM, ça devrait être un peu plus tard dans l'année. Le ZNM, c'est un peu plus loin, mais pas si loin, parce qu'on le voit, il est vraiment... Je crois qu'il y a quelques images un peu plus loin. Ça, c'est les renderings, mais je crois que j'ai demandé à mon équipe de mettre les images de ce qu'on peut voir de nos croyez-moi, c'est vraiment en train de grandir. Parce que là, vous voyez le schéma idéal dont on rêve pendant des années, qui arrive vraiment. Donc, ça, c'est nous, le Louvre à Abu Dhabi. Si vous n'êtes pas d'avancer, ça, c'est la pluie de lumière, le Louvre à Abu Dhabi de nuit. Ça, c'est quand même un des chefs-d'œuvre de Jean Nouvel, notre architecte. La façon d'utiliser. Donc, on est plus sur les galeries intérieures. Ça marche très, très bien. Et on est sur la mer. On utilise le rapport à l'eau. Voilà. Et donc le Zayen National Museum, lui, le Guggenheim, lui, va raconter la modernité et contemporain, l'art contemporain, des Global South, des Suds globaux connectés. Donc vous aurez tous ces musées qui discutent ensemble et qui sont autant de rapports de curiosité au monde, à l'art ou à l'éducation, qui donc participent aussi bien à l'attractivité touristique pour les visiteurs ou l'attractivité de la ville comme lieu de résidence, et aussi à l'éducation, à l'investissement dans la culture. Donc c'est une stratégie à plusieurs leviers, essayant non pas de créer à partir de rien, mais d'accélérer une transformation très forte qui mise sur l'éducation et la connaissance. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, le quartier est en pleine phase de développement. Seul le Louvre est... Aujourd'hui, le Louvre a 8 ans. La maison abrahamique, qui est donc un lieu assez magnifique, avec une synagogue, une église et une mosquée qui partagent la même architecture et le même lieu. Donc, les lieux de culte, hein, avec chacun son personnel religieux et les gens qui viennent prier à des moments différents. C'est d'ailleurs très très beau, hein, on entend les trois types de sons ou de chants ou de musique qui peuvent être associés à chacune des religions en respect à tour de rôle. Et voilà. Mais les gens le visitent aussi parce que c'est magnifique. Donc c'est pas un musée du coup, mais c'est un lieu dédié au respect, très important. Et celui-là est ouvert. Manarat est ouvert, donc un lieu culture urbaine qui fait préfiguration, qui nous sert pour les foires, pour des expositions. Mais dans 2 ans, allez 3 ans maximum, s'il y a un petit peu de retard, ce dont je doute, vous aurez 5 musées qui sont des méga structures et toute une densité de galeries, de relations qui vont attirer des visiteurs qui viendront de l'étranger, qui viendront du reste du pays, de la région, et qui sont aussi comme vous disiez sur l'importance du tissu social. On fait pas un musée on fait pas ça que pour attirer des visiteurs. C'est très important d'avoir une attractivité touristique, mais il y a aussi un rôle très important pour les populations locales, les Émiriens et tous les gens qui appellent Abu Dhabi leur maison. Ça fait une très belle transition pour aborder la question des défis et éventuellement aussi des limites des quartiers culturels et créatifs et de la notion. On voit à travers tous ces exemples que les quartiers sont différents, tant en termes de genèse, entre émergence spontanée, planification, en termes de gouvernance, en termes de positionnement aussi sur la chaîne de valeur. Certains sont très tournés vers la diffusion culturelle, à travers des grandes institutions culturelles, d'autres plutôt vers la création artistique. Mais si on s'intéresse maintenant au bilan,
Depuis 20 ans, il y a de nombreux retours d'expérience sur les quartiers culturels et créatifs. Certains illustrent leur impact positif, tant sur la revitalisation urbaine que sur l'innovation. Certains aussi émettent des réserves ou parlent de dérives, notamment liées à la gentrification et à la capacité à maintenir les profils créatifs sur le territoire. Et certains, enfin, je me fais aussi l'avocat du diable, craignent une forme de standardisation des quartiers culturels et de l'offre culturelle dans son ensemble, à travers des recettes éprouvées, la standardisation aussi d'une certaine forme d'esthétique urbaine, et puis une forme de mise en scène aussi du créatif au profit d'une cible essentiellement touristique. Mais vous citiez aussi l'enjeu d'innovation sociale. Peut-être avant d'aborder les limites, je voulais vous interroger sur les facteurs clés de succès, même si vous en avez déjà un peu parlé. Pardon, j'avais envie de répondre aux limites, donc je vais préparer. Allez-y, allez-y. Non, je pense que c'est peut-être une réponse qui répond aux 2 points. Pour éviter la standardisation, il faut que les équipements culturels et touristiques fassent sens. Et pour qu'ils fassent sens, il faut qu'ils fassent sens dans le lieu où ils sont, pour les populations qui sont présentes et pour les populations qu'on veut accueillir. Et donc, vous avez vu le Louvre Abu Dhabi, c'est un des chefs-d'œuvre de Jean Nouvel, mais Jean Nouvel est un architecte contextualisé. Il fait sens au cœur du monde arabe. La Médina, que sont ces maisons connectées on fait complètement sens dans le lieu où vous êtes. L'ouverture à la mer, le dôme, on est dans l'emplacement, on est dans le lieu. Et chacun des équipements qui est en train d'être construit est pensé pour son intégration dans son territoire. Et donc, il n'y a pas une recette magique. Oui, tout le monde regarde. Là, ce qui est clair, c'est qu'on regarde tous et on connaît tous les exemples que vous avez donnés. On les regarde les uns les autres. On essaie d'apprendre des succès, des expérimentations des uns et des autres. Mais en revanche, il n'y a pas de recette magique qui marcherait partout. Et donc, je pense que Youssef, on est en permanence en train de regarder. Et j'imagine que quand vous avez déplacé le festival, on sait qu'il faut le réimplanter, il faut le restructurer, il faut le mettre dans un lieu, etc. Et donc, en fait, c'est cette adéquation, à mon avis, au programme, à l'impulsion et quand même à la planification qui nous rend opportun. Et donc, le programme peut varier, il peut changer, mais il faut que ça fasse sens ici et là. Donc, pour nous, aujourd'hui, on est au milieu du progrès. Je pense que vous êtes plus achevé, comme vous êtes en train de... En tout cas, il s'agit de redonner sens à quelque chose, à un ensemble d'éléments qui existent. Nous, on est dans la construction d'une partie des éléments, mais on voit se dessiner le schéma et on voit son efficacité, son intégration. Aujourd'hui, pour le Louvre Abu Dhabi, j'ai tous les jours des visiteurs qui viennent sur une journée de Dubaï. C'est une partie non nulle de mon visitorat. Je sais que lorsque tous les musées seront ouverts, on aura certainement créé une taille critique pour avoir des gens qui restent plusieurs jours, qui vont au ZNM le matin, au Louvre Abu Dhabi le soir, ou l'inverse, c'est pas grave, qui reviennent. Et en fait, les gens qui aiment les musées peuvent aussi aimer faire du sport et se détendre, et ils peuvent profiter d'autres éléments de la destination, revenir. Le restaurant est important, tout ce qui crée une expérience avec une expérience complète. Et en fait, le musée trouve sa place dans une expérience complète qu'on offre aux visiteurs. Et c'est ça, à mon avis, c'est ça qui fait quartier, c'est ça qui fait vie, c'est ça qui fait un petit peu de désordre et en même temps de l'énergie. Merci. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une ambition de devenir une destination touristique pour les îles de Saïdiat? Pour les autres? Pour les îles de Saïdiat. C'est un des axes. Il y a une stratégie. Alors, je pense on a tous... En fait, c'est une logique qui touche entre le projet culturel et l'urbanistique ne peuvent pas fonctionner sans une volonté à un niveau macro.
pour laquelle je pense que nous travaillons tous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des générations spontanées quand on a des transformations de territoire, mais en fait, quand on veut vraiment un effet transformatif accéléré, ça part d'une vision politique intégrée qui crée ensuite une multiplicité de véhicules pour y arriver. Et, voilà. Et donc, dans le cadre d'Abu Dhabi, comme c'est un archipel, il y a une stratégie. Moi, quand je suis là depuis 17 ans dans le projet, donc j'ai vu des couches différentes, mais il y avait des îles qui avaient des fonctionnalités. Yas, qui est plutôt entertainment, RIM, qui avait la Sorbonne, qui était sur un autre positionnement, une autre île qui était plutôt sur le business pur, et Saadiat, culture et éducation. Mais un archipel de 200 îles peut construire d'autres. Voilà. Il y a aussi l'enjeu de préservation de l'écosystème et de voir ce qui peut être ouvert ou pas. Mais il y a des plans de développement de ce qu'est la ville, justement, sans tourner le dos. Dans un archipel, vous ne pouvez pas tourner le dos à la mer. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Et un des grands traits de toutes les grandes villes arabes, c'est les corniches. C'est ce rapport à la mer qui, en général, est une épine dorsale de la ville. Et Abu Dhabi en fait partie. Donc, il y a la corniche, mais il y a aussi les autres éléments. Vous vouliez réagir? Oui. Sur le territoire de Plaine Commune, bien évidemment, il nous faut maintenir cette création existante, il nous faut l'amplifier, il faut la stabiliser aussi par des choix fonciers, de maintenir des fabriques culturelles. Mais nous appréhendons cette notion de destination également maintenant, et c'est pour ça que je suis très attentive à vos projets, avec l'émergence d'un nouveau quartier, qui est donc le quartier Pleyel, qui voit que vous repérez, que nous repérons tous maintenant avec cette tour emblématique qui refait vie et qui a été reprise par un groupe hôtelier, le H4. Et donc, comment créer un nouveau quartier où il y a des habitants, où il y a une histoire, mais où il y a aussi cette volonté de devenir une destination métropolitaine de la culture et du loisir. Donc comment être fidèle à ces valeurs, comment faire culture avec nos habitants et en même temps anticiper les besoins, anticiper les nouvelles offres et permettre une attractivité au service à la fois de ses habitants, mais également dans une dynamique de développement. Et c'est bien cette notion d'équilibre, et on en parlait, qui est délicate, mais à la fois indispensable, parce que je crois que plus personne n'a envie de ces projets qui arrivent posés, et de toute façon, ils ne marchent pas. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment arriver à cet équilibre? Et je crois que c'est le terme de valeur. Finalement, plus un territoire affirme ses valeurs, plus les projets qui y seront déployés rentreront en sens et en coordination. Donc, il y a des enjeux d'être clair sur nos modes de développement, sur nos attendus. Et ça veut dire à la fois soutenir ce qui est la force et l'histoire de notre territoire, mais en même temps savoir accueillir de nouvelles propositions qui rejoignent l'identité territoriale. Et donc c'est cet équilibre délicat qu'il faut arriver à orchestrer. On voit cette volonté de ne pas opposer finalement attractivité, inclusion sociale et création. Est-ce que vous avez des recettes ou des outils au sein de Plaine Commune pour justement réussir à concilier ces trois objectifs? On peut citer Londres notamment, qui a mis des zones d'entreprises créatives avec des loyers modérés pour les entreprises, justement pour leur permettre de rester et de se développer dans ces zones. Est-ce que vous mettez en place aussi ces formes de politique publique pour y répondre? Je ne vais pas répondre exactement comme ça, mais ce qui est certain, c'est déjà connaître son tissu économique et son tissu créatif. Et il est important pour une institution, évidemment, on aime prendre le pouls, on aime être fidèle à son histoire, mais il faut avoir une approche fine de l'état de son tissu, et notamment quand on parle d'ICC et d'audiovisuel. Donc déjà, notre première démarche, c'est de mieux comprendre notre tissu économique et surtout les enjeux de demain. Je serai très concrète sur les industries du cinéma et de l'audiovisuel. Bien évidemment, Plaine Commune veut rester le territoire des studios,
on parlait du labo éclair, comment ne pas être fidèle à notre histoire. On connaît évidemment la Cité du cinéma, donc il faut maintenir, mais il faut connaître les besoins de ce tissu économique et évidemment anticiper qu'est-ce que sera la façon de faire quand on est aussi près de Paris, avec un foncier qui devient de plus en plus rare. Donc comment mener cette adéquation entre le développement d'un tissu économique et ses besoins de demain, ses besoins adaptés à nos réalités foncières et de maillage territorial. Donc ça, c'est vraiment notre première approche, et d'oser aussi poser le mot de filière. On est bien conscient que sur notre territoire, on n'aura pas toute la chaîne de valeur des ICC et de la création. Toutefois, on peut vraiment être au cœur de certains secteurs. On peut surtout embarquer et rendre lisible l'activité sur notre territoire, et surtout quand on a comme on le disait, des locomotives aussi fortes que les studios, eh bien, qu'est-ce que ça va embarquer autour de la création et mettre, on en revient, et comment mailler notre territoire. Donc je pense que c'est vraiment être sincère sur la réalité de son tissu et les besoins de demain. Et derrière cela, c'est à la fois savoir stimuler donc la création, c'est être le porteur d'appel à projet, c'est laisser l'espace pour créer, et créer surtout dans l'espace public, mais c'est à la fois savoir rapprocher et raccrocher créativité et développement économique. Merci beaucoup. Youssef, pour prolonger sur cette question de la connaissance du tissu local et le fait de faire en sorte de justement développer ce tissu, comment vous, au-delà de l'événementiel, au-delà de tout ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà initié une réflexion sur le maintien, la création d'entreprises créatives locales, et comment vous le comptez faire vivre cette dynamique pérenne au-delà de l'événementiel? Donc, nous déjà, notre ambition, et qui est assez grande, c'est de créer un quartier culturel. On a la chance d'avoir un quartier d'à peu près 20 hectares, où on retrouve une concentration d'anciens bâtiments militaires, et on veut leur donner une nouvelle vie à travers l'art et la culture. Donc ça, déjà, c'est une ambition très forte. Mais on sait que pour que ça fonctionne, on doit fédérer autour de nous l'ensemble des acteurs culturels, locaux et artistiques. C'est-à-dire, l'ambition qu'on a pour créer ce village, c'est d'avoir l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire de résidences d'artistes à ateliers d'artistes, retrouver des galeries d'art, mais tous les artisans autour, les encadreurs, ceux qui font les toiles, c'est vraiment créer un écosystème. Et moi, je suis convaincu qu'à travers l'art et la culture, on va créer énormément de valeur, même pour le territoire. Parce que nous, à la base, on est aménageurs. Donc on vend des lots à développer à des promoteurs. Et moi, mon pari, qui n'était pas gagné au départ, quand je parlais d'art et de culture, de transformer ces bâtiments d'art et de culture, on me regardait avec un petit sourire. Voilà, tu ne penses pas qu'un centre commercial en plein air, ça me fonctionnerait mieux et tout. Et mon défi, c'est vraiment de prouver qu'on peut créer de la valeur et même positionner ce quartier à l'échelle continentale. Et est-ce que, je me permets comme on a encore un petit peu de temps, est-ce que la viabilité économique de cette zone-là est un enjeu pour vous? Comment vous l'intégrez à l'échelle de tout ce quartier? C'est là où je parlais de création de valeur, c'est-à-dire nous à la base on est aménageur, on vend des lots. En fait, le projet dans les principales composantes a des locomotives différentes. Il y avait une place financière, donc qui est au cœur du projet, donc c'était la première locomotive. On a les espaces verts, qui est la deuxième locomotive du projet. Sur 350 hectares, il y a 100 hectares d'espace vert, et qui ramène un ratio par habitant à 10 mètres carrés, alors que dans le restant de la ville de Casa, il est à 1 mètre carré. Et il fallait créer une nouvelle locomotive. Donc il y avait ce patrimoine, et il fallait trouver une programmation. Pour moi, c'est à travers l'art et la culture. Et c'est-à-dire ces bâtiments dont on restera propriétaire, on va les mettre en location. Et évidemment, on ne va pas les mettre en location à des prix qui ne correspondent pas au domaine de l'art et la culture. C'est-à-dire ça ne sera pas notre principale source de revenus. Notre source de revenus, c'est cette valeur qui sera créée dans ce village
va être impacté sur le prix du foncier à terme. Une forme de péréquation en fait qui Ouais, est bien sûr. établie à l'échelle de tout le quartier pour. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, nous, on a beau avoir fait des benchmarks et avoir vu tous les quartiers dans le monde, chacun de nos quartiers est un cas particulier. On ne peut pas venir et dire, voilà, bon, je vais copier sa diète et ça va marcher. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, chacun, on a des besoins locaux auxquels il faut répondre et voir comment intégrer la culture comme un levier social et d'innovation. Par exemple, à Enfa Park, quand on accueille le Jazzablanca, qui est destiné à un certain type de la population, ben on s'arrange pour qu'en parallèle, on crée un autre festival qui est ouvert au public avec des animations musicales et tout type d'animation. Comme ça, vraiment, on a une offre qui est ouverte à l'ensemble des publics et qu'on ne se catégorise pas comme une sorte d'animation ghetto pour une partie spécifique de la population. Et ça, on essaiera de le faire même dans le quartier culturel. C'est-à-dire demain, si on aménage des halles en lieu d'événementiel, ben, il y aura une place publique au milieu où en parallèle, il y aura toujours des activités pour le public qui seront gratuites. Manuel Rabaté, peut-être une dernière question justement sur cette notion de locomotive et de péréquation à l'échelle de l'ensemble du quartier. Est-ce que c'est quelque chose de pertinent dans la manière dont vous avez pensé ce quartier, ou est-ce que la démarche a été un peu différente? Pour le coup, moi je représente le Louvre à Abu Dhabi, donc j'espère bien qu'on ait des locomotives de Sadiat. Je pense que c'est complètement le cas. Je, je prends souvent l'image d'une flotte, ou dans une flotte, vous avez des vaisseaux amiral, le vaisseau amiral, des gros vaisseaux, des containers, des petites esquilles qui servent quand les bêtes. Donc en fait, la complexité d'un quartier, c'est la façon dont il va travailler ensemble et marcher ensemble, en connectivité, en capacité d'avoir des prestataires, en capacité justement, il y a tout un enjeu effectivement sur le coût du foncier, qui peut s'installer à quel endroit, qu'est-ce qui est de type subventionné, qu'est-ce qui est au contraire commercial et qui rapporte du cash au système qui peut ensuite être réinjecté dans le... Et donc tout ça fonctionne ensemble, et donc vous pouvez avoir quelques éléments iconiques, vous en citiez un. Je pense que nous, les grands musées font partie de ce niveau d'attractivité, c'est les aimants, mais il faut aussi de la vie qui circule, il faut aussi des parcs, des lieux de relaxation, des lieux de vie, et en fait, tout peut pas être au maximum, justement. C'est les continuités et discontinuités qui vont créer le rythme de ces lieux. Donc si on revient sur les conditions exactes, je trouve que le terme d'équilibre est le meilleur. Il faut arriver à trouver le bon mix en termes de désirabilité des lieux. Voilà. Après, ça peut être directement dans le quartier, ou ça peut être la proximité avec d'autres lieux. C'est là que la connexion, les quartiers enclavés peuvent souffrir de leur... Aujourd'hui, moi, je suis ravi de voir arriver les autres musées. On me dit tout le temps, dans tous les interviews, alors, est-ce que vous avez peur de la compétition des autres musées? Au contraire, on a été pendant 8 ans le Louvre à Abu Dhabi. On a créé notre destination un peu seul, avec nos voisins, mais un peu seul. Et là, on va enfin passer à un niveau supérieur, etc. Mais on peut aussi avoir des relations avec d'autres parties du territoire. Par exemple, à Abu Dhabi, le port Mina, en arabe qui veut dire le port Mina Zayed, est en train d'être construit en une zone MISA, dans lequel une partie d'entrepôts, c'est certain ce que c'est, d'entrepôts sont transformés en lieu de laboratoire d'expérimentation, en lieu de production. Et donc, pour des artistes pour lesquels Sadiat est peut-être déjà un peu trop cher,
parce que vous avez du méga projet et du résidentiel. Juste en face, vous traversez le pont et là vous avez de la transformation et de la capacité de production idéale pour les industries créatives, hein. Et donc et en fait c'est 5 minutes puisqu'il s'agit en bateau ou en voiture d'être dans le quartier d'à côté. Donc cette connexion permet d'aller à l'intérieur d'une logique de quartier. C'est aussi la façon d'être connecté aux autres quartiers. Avant de donner la parole à la salle, je vais peut-être revenir vers vous, Axel Poulaillon, justement pour rebondir sur cette question du pont, du liant. Est-ce qu'on peut finalement passer du quartier au parcours ou au pont culturel et créatif, où on sort des lieux traditionnels et puis on crée des ponts entre les territoires? Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce que vous disiez en introduction? Oui, avec des enjeux pour un territoire comme le nôtre, évidemment. Et c'est vrai que cette notion de parcours qui peut être à la fois tangible et dessinée, et donc comment circuler, comment relier, nous semble une façon de redessiner et davantage de permettre des porosités finalement entre ces quartiers. Évidemment, il y a besoin de lieux posés, il y a besoin, et je reviens au démarrage, d'échelle. À l'échelle de, oui, il faut savoir travailler à côté de moi, nous avons besoin pour créer une identité, un quartier culturel, mais à présent, je pense qu'on a besoin surtout d'interaction, et j'aime bien l'image de ce parcours qui, si on est évidemment directement dans une approche touristique, fait sens avec une offre touristique, une offre de parcours. Donc on voit bien de la logique de développement territorial. Très vite, nous passons à une logique d'offre touristique où nous allons pouvoir justement à la fois se servir d'étendards, de figures de proue pour faire découvrir d'autres points du territoire moins connus, méconnus, mais qui peuvent à présent intéresser ce fameux tourisme de détour qui souhaite découvrir autrement et se voir proposer d'autres formes touristiques. Donc vraiment, je crois que maintenant, l'idée est de jouer à la fois les prolongations sur notre territoire, comment rester plus longtemps, comment découvrir, et les prolongements aussi bien au sein de notre territoire qu'évidemment avec Paris, mais également, si on prend la Seine, voilà, on finira aussi par l'image de l'eau, discuter, savoir être en interaction avec d'autres villes, d'autres territoires le long de la Seine. Merci beaucoup. Voilà. Pour ouvrir, juste 2 mots de conclusion qui rebondissent d'ailleurs sur ce tourisme de détour. Ça interroge finalement la manière dont la culture s'intègre à la ville, à nos modes de vie. Et on peut s'interroger aussi, enfin nous on y travaille aussi chez Beaux-Arts Consulting, à imaginer des dispositifs artistiques qui s'intègrent dans des lieux parfois inattendus. On parlait des espaces publics, mais ça peut être aussi là où sont finalement les visiteurs, les gens. Ça peut être des espaces commerciaux, des campus universitaires, des stations-service sur lesquelles on travaille aussi à faire émerger l'art ou la culture. Voilà, je terminerai sur ces mots. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des retours d'expérience à partager ? Je me lance avec une question. Vous avez tous les trois parlé également de la manière dont ces quartiers culturels donnaient une place aux habitants de ces quartiers, que ce soit en termes d'offres ou d'inclusion au moment de la réalisation. Est-ce que vous pourriez développer un peu les modalités par lesquelles vous avez associé les habitants dans la formulation de ces projets ? Je vais vous donner un exemple un peu inattendu. Depuis de nombreuses années, lors des nombreux projets de renouvellement urbain, en gros pour faire clair, quand on rénove des immeubles, un quartier, chaque projet a une phase différente selon l'histoire de ce projet de reconstruction, de renouvellement. On associe une démarche artistique.
Donc c'est la meilleure, enfin en tout cas c'est une façon, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais ça nous a semblé une nécessité de rapprocher transformation du territoire et culture, et comment les démarches artistiques vont accompagner les habitants dans ces phases de mutation. Donc c'est un exemple d'association sur des endroits où on n'attend pas la culture et qui pourtant joue son rôle de lien, d'explication avec au moment de transformation importante. Associer la population, c'est aussi savoir l'écouter, savoir repérer ce qui fait tourisme, ce qui fait culture pour elle. Donc c'est quand on lance, comme on le fait actuellement, le renouvellement d'un schéma touristique qui pourrait paraître un document qui en général peut caler les armoires d'une administration. Qu'est-ce qui fait que justement ça donne un angle, ça donne un cap? Et ben, c'est écouter ses habitants et c'est régulièrement revenir vers eux pour les questionner sur ce qui fait culture, ce qui fait partage sur un territoire. Ça peut prendre des formes beaucoup plus ludiques, de concours. On va tout simplement demander aux habitants de prendre en photo ce qui leur marque, ce qui les touche et ce qu'ils ont envie de partager avec d'autres, tout simplement sous forme de carte postale à envoyer. Voilà, ça peut prendre vraiment différentes formes. Je pense qu'il faut aussi soutenir des lieux, et c'est pour ça que les tiers-lieux se sont énormément développés, à voir maintenant la pérennité, qu'est-ce que ça raconte, mais en tout cas, ce qui fait sens, c'est ce lien, et c'est cette rencontre. Pour le Louvre Abu Dhabi, donc depuis l'ouverture, on a toujours eu à cœur de trouver cet équilibre entre l'attractivité des touristes et donc on a vraiment maximisé la relation avec le secteur touristique pour être capable de les accueillir. Mais on a toujours voulu rééquilibrer ça par le fait de travailler avec toute notre base locale et en fait paradoxalement la crise du Covid qui nous a touché nous alors qu'on était une toute jeune institution nous a permis de progresser énormément et d'écouter beaucoup plus et de comprendre ce qu'on pouvait développer. Et donc dans le chiffre de 1,4 million, il y a aussi 64 000 scolaires. Et éducation et tout ce qui va avec le système éducatif. Et donc on a inventé des systèmes de school takeover. Donc en fait pendant une journée entière, le jour où on est fermé, les écoles viennent, les universités viennent, ils font des appels à projets. Et en fait ils s'approprient, ils envahissent le musée, ils font des ateliers, ils font des expositions, ils font des éléments. Et donc ils prennent leur voix dans l'institution. On avait ce problème, un autre élément, on avait ce problème avec des générations d'Émiriens qui n'avaient pas connu de musée de cette importance, parce qu'il y a toujours eu des musées aux Émirats, mais qui n'avaient pas connu cette chose-là et qui demandaient où est mon histoire là-dedans. Donc on a invité des anciens Émiriens à raconter des histoires donc en arabe, dans leur dialecte, dans les galeries, en installant tout un système pour qu'ils puissent s'approprier le musée comme lieu et les objets, parce qu'il y a beaucoup d'objets du patrimoine émirati qui sont montrés là. On avait les artistes qui disaient justement il y a tout le problème où est-ce qu'on crée, quel est le rapport de l'artiste et du voilà, donc, nous, on couvre 10 000 ans d'histoire, donc on a beaucoup d'artistes qui sont plus de ce monde malheureusement, mais du coup la place pour les artistes vivants elle est en termes de salle elle est limitée pour le Louvre Abu Dhabi, mais du coup on a des ateliers, on propose ils font participer à la création etc. On a créé quelque chose qui s'appelle Art Here, dans lequel on fait des compétitions pour avoir des artistes de la région qui proposent des œuvres par rapport à un thème, qu'ensuite on expose dans le musée. Donc en fait, il y a un certain nombre de stratégies pour faire venir les gens du tissu social dans le lieu, pour le comprendre, pour donner d'autres explications, d'autres discours sur le sujet. Et parfois, vous voyez là, c'est les kayaks. Parfois, c'est quelque chose qui n'est même pas strictement culturel, qui peut être contemplative. On fait du yoga sous le dôme, notre promenade architecturale, elle se fait en canot autour du musée. C'est pas hyper sportif, c'est quelque chose d'assez méditatif, contemplatif, qui participe aussi du musée comme étant un des lieux où on peut retrouver un peu sa respiration, on peut respirer, regarder la beauté des choses et puis voilà. Et en fait, c'est dans un tissu social, c'est très important. Une ville qui est en croissance et qui se développe, en offrant ça, on donne une réponse. Et donc, un touriste peut trouver ça très beau pendant les 3 heures qui passent à l'intérieur d'un tour, mais nous, on a des gens qui habitent ici, des Émiriens et des gens non Émiriens mais qui habitent aux Émirats, qui reviennent pour ça, pour ce rythme-là.
Nous, au départ, sur le territoire, on n'avait pas d'habitants. Comme c'est un territoire récent, donc aujourd'hui, on est à peine à 10 000 habitants. Mais on utilisait les visiteurs d'Enfa Park pour faire de nombreuses enquêtes et études de satisfaction pour comprendre qu'est-ce que les personnes recherchent et pour pouvoir leur offrir à ce niveau-là une offre en animation et culture qui correspond aux besoins. Sachant que c'est un lieu unique en termes de mixité sociale, où on retrouve l'ensemble des catégories sociales qui se mélangent dans ce parc et qui vivent en parfaite cohabitation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Alors, je vois que vous cherchez à rendre ces territoires et ces quartiers authentiques et puis à leur redonner de la valeur. Est-ce que dans votre mécanisme et en les rendant authentiques, vous les rendez attractifs aux entreprises mondiales et ainsi mettez en risque cette authenticité qui va faire en sorte qu'il y ait une mondialisation, une uniformisation des quartiers autour ou d'autres quartiers dans les villes proches? On a évoqué un peu cet enjeu de standardisation. Est-ce que vous avez des compléments, des recettes à donner sur cet enjeu-là? Nous, déjà, à notre niveau, chaque quartier est différent. On a 8 quartiers, chacun a une dominante particulière. Même au niveau du futur quartier culturel, on réfléchit même à émettre une charte architecturale, un peu qui peut revenir sur l'histoire de Casa et l'architecture art déco. Mais vraiment, chaque quartier est très différent. On a la place financière, c'est un peu un équivalent de la Défense avec des tours et tout. Et chacun des autres quartiers est très très différent, même dans sa programmation. Certains, il y a plus d'écoles, d'équipements, d'autres des cliniques, d'autres principalement du résidentiel. Mais dans l'ensemble, ils sont tous mixtes. Et l'architecture, c'est un élément qui est très important pour nous. Et on cherche vraiment à ce qu'il y ait une variété architecturale dans l'ensemble du projet, que les immeubles ne se ressemblent pas. Pour un territoire comme le nôtre, qu'on peut qualifier et qui a été qualifié comme territoire servant pendant des années, il y a bien un enjeu de poser autrement la donne. Et donc c'est ce que j'ai exprimé en disant, plus on souhaite être attractif, mais à nous d'être clairs sur notre attractivité. Et si on donne les signaux, et si on sait pourquoi on revient sur ce territoire, pourquoi on y vient, ça va encadrer d'une certaine façon, ça va encadrer cette rencontre. D'abord, on n'empêchera jamais une entreprise de s'installer, hein, mais comment stimuler ces implantations, comment, parce qu'on va soit transmettre des valeurs, soit parce qu'on va être clair sur les besoins, parce qu'on va identifier les besoins qui vont servir à l'ensemble de l'écosystème, peut-être qu'on changera la donne. Donc vraiment, et on ne cherche pas à les rendre authentiques, on veut les laisser authentiques, mais l'authenticité ne veut pas dire qu'on est figé. Et donc c'est un faux procès aussi de ne pas prendre en compte l'évolution, mais sans renier ce qu'on est, bien évidemment. Il ne faut peut-être pas confondre l'authenticité historique quand on est dans un projet de transformation, réhabilitation, évolution, ou dans ce cas-là, c'est des questions qu'on a beaucoup en conservation par rapport à une œuvre ou un bâtiment. C'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on consolide, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qu'on montre du geste qui a permis de sauver la trace du passé. Ça fait sens quand on est dans un lieu qui a cet héritage. Dans le cas de Zadiat, c'est une île qui est en train d'être développée. Donc l'authenticité, elle est par rapport à la pureté de l'intention et de ce qu'on veut dire. On a l'authenticité des œuvres, ça c'est très important. Pour le coup, une partie très très claire des œuvres qui sont présentées toutes les œuvres sont absolument authentiques, et le dispositif permet de les comprendre. L'authenticité, pour moi, elle infuse dans justement cette compréhension du territoire et de cette intention. Et donc, Jean Nouvel ne copie pas l'architecture arabe, mais il fait un bâtiment qui est absolument magnifique,
en ayant plus de 30 ans de compréhension du monde arabe, des cultures islamiques, et il arrive à créer quelque chose qui est encore une nouvelle proposition. C'est totalement sa grammaire, et voilà. Et je pense que son bâtiment, qui est de fait ouvert au public en 2017, il est totalement authentique pour cette intention, pour cette pureté-là. Et les autres, je ne suis pas jaloux, hein, mes camarades des autres musées, c'est absolument magnifique, et le Sherzayel, le Guggenheim sont aussi cette extrêmement parfaite adéquation entre des bâtiments magnifiques et un propos et des œuvres totalement authentiques. Vous avez... Merci. Merci pour les expériences très très inspirantes. Une petite question, est-ce que vous auriez un retour sur les problèmes que vous avez rencontrés pendant le développement de ces quartiers? Je pose la question parce que j'ai l'impression qu'on a quand même d'un côté des quartiers qui se mettent en place pas à pas, un peu comme Casablanca et j'ai l'impression Saint-Denis, avec des essais, des événements temporaires, des structures définitives qui quelquefois fonctionnent, quelquefois un peu moins bien, donc ça laisse un peu la possibilité de se rattraper. Et d'un autre côté, à Abu Dhabi, ce sont des structures beaucoup plus impressionnantes qui peut-être prennent plus de risques par rapport à ne pas trouver son public. Donc, est-ce que vous auriez un petit retour sur les erreurs passées, éventuellement, comment vous géreriez les risques à venir sur le succès de ces quartiers? Merci. Alors, des risques sur le développement. Quand vous dites risque, c'est risque en termes de que ça ne prenne pas, c'est ça, de succès, de fréquentation, si jamais. Vous parliez beaucoup de s'implanter dans le tissu local. Et c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut prédire. Donc, est-ce que vous envisagez une sorte, entre guillemets, de plan B si jamais... Est-ce que vous avez une marge de manœuvre, pour le dire différemment, si jamais une structure, finalement, ne trouve pas vraiment son public? Nous, à la base, c'est pour ça qu'on utilise Orpha Park comme un laboratoire d'expérimentation. On essaie d'expérimenter énormément de choses pour voir ce qui marche moins bien et tout. Mais même quand on va être amené à réhabiliter les bâtiments patrimoniaux, on doit être extrêmement flexible. Parce qu'entre des consultants qui peuvent nous conseiller telle programmation pour tel lieu, si ça ne fonctionne pas, il faut qu'on soit très flexible et pour rechanger l'affectation de ce lieu-là. Rien ne peut être figé, c'est quelque chose qui évolue constamment. Et parfois, on peut rencontrer un public alors qu'on ne s'y attend pas. Et parfois, l'inverse, quand on s'attend à un public, on peut ne pas trouver. Moi, je vous dis des exemples. On fait des activations avec l'Institut Cervantes. Donc, c'est en espagnol. Donc, il y a des pièces de théâtre en espagnol. Pour nous, les Marocains ne sont pas hispanophones. Et on a eu énormément de succès en termes de public. Alors que d'autres choses, on croyait avoir plus de monde. On en a eu moins, mais je pense qu'on doit tous rester très flexibles. Et après, Abu Dhabi, je pense que ces flagships qui sont construits, je pense que voilà, les études, c'est même des études macro qui sont faites, même peut-être devenir une destination touristique, un cluster culturel au Moyen-Orient. Donc, 1,4 million, c'est pas mal, hein. On est assez content. C'est exceptionnel. Les chefs veulent plus, mais non, pardon, votre question est assez juste. C'est-à-dire, comment on définit ses propres critères de succès? Et il y a un des grands critères qui est effectivement le nombre de visiteurs, qu'on a tous, parce que c'est une jauge. Il peut être paradoxal, il peut induire des effets d'accélération au mauvais endroit, il peut nous pousser un peu à faire, mais il dit quand même quelque chose sur une taille critique. Je pense qu'il ne faut jamais laisser passer les autres critères qui sont qualitatifs. Pour nous, c'est la qualité de la collection, c'est la qualité des expositions, la qualité des programmes de recherche, des programmes éducatifs. Et donc, il y a un ensemble de... Et alors là, le problème, c'est que c'est un peu plus des micros... on est obligé de zoomer un peu plus pour trouver des éléments tangibles pour le succès. Pour moi, par exemple, 64 000 scolaires sur une année. On était à 50 000 l'année dernière. On a poussé, on a créé des réseaux, on s'est introduit dans le curriculum de toutes les écoles des Émirats. C'est un vrai succès. Est-ce que c'est un volume colossal qui change mon grand chiffre? Un peu, mais pas tant que ça. En revanche, c'est très important de ne pas arrêter de le faire. Vous parliez d'inclusivité.
Dès que vous travaillez avec le champ social, on est sur des pouillèmes de volume. Si vous travaillez avec le handicap, c'est des très grands efforts de ressources pour arriver. Il ne faut jamais arrêter. C'est pas le fait de compter l'accessibilité, c'est un ensemble statique de dispositifs que vous avez qui permettent d'être accessibles par tout le monde. Mais dès que vous voulez faire des ateliers, faire visiter les collections à tous les champs possibles de handicap, c'est des efforts supplémentaires et je pense qu'il faut absolument les faire. Et donc du coup, il faut arriver à mettre dans l'acceptation par les commanditaires d'autres éléments d'analyse du succès que simplement le grand chiffre de l'audimat qui reste valable, mais qui peut pas capturer la finesse et la multiplicité des niveaux de succès qu'on veut avoir. Aujourd'hui, vous inculquez aux nouvelles générations la visite des musées. C'est-à-dire Et le curriculum, par exemple, c'est un des éléments. C'était avant l'ouverture du musée, on avait créé des mallettes pédagogiques. Donc, on allait dans les écoles pour expliquer ce qu'allaient être les œuvres d'art avant que le musée n'ouvre. Et aujourd'hui, on accueille les écoles et c'est eux. Et donc, les professeurs ont les outils pour faire des cours dans le musée s'ils veulent ou pour préparer une visite. Ce qui est certain, c'est qu'il faut, dès qu'on démarre un projet, notamment culturel, ce n'est pas évident à mener, c'est trouver ses propres critères. Il y a besoin d'avoir, voilà, on le dit, le nombre de visiteurs nous permet même aujourd'hui de vous donner un certain nombre de chiffres pour vous donner des masses. On voit bien qu'on en est dépendant. Toutefois, il faut savoir poser ses propres appréciations, savoir les partager dès le démarrage d'un projet, ce qui permet finalement de poser ses ambitions et de trouver l'évaluation souhaitable de ses ambitions et pour pouvoir réajuster. On a encore le temps pour une question. Une dernière. Ah, il y en a une. Bonjour, je m'interroge un peu sur les risques de la gentrification dans le cadre où un quartier culturel s'implante sur un endroit où il y a déjà des habitants. Parce que je suppose que donc, l'augmentation du tourisme, l'augmentation du dynamisme culturel va augmenter les loyers, le prix de la vie, etc. Et donc ma question en fait, c'est comment conserver une mixité sociale dans ce schéma. On en a un tout petit peu parlé aussi, peut-être que si vous voulez compléter. Je crois qu'il ne faut pas poser la question, sinon voilà, ça nous fiche. Donc en fait, ce n'est pas un quartier qui arrive, c'est comment, dans un quartier fort d'un élément, comme je disais, un peu cette liste évidente de ce qui fait quartier culturel, qui de l'implantation d'un tiers-lieu, qui d'un grand équipement, et qui d'un projet de rénovation, vous avez raison, urbaine. Comment cela va prendre? Je pense qu'il ne faut pas le décréter. Vous avez raison, ça ne prendra pas. Donc il y a vraiment cet enjeu de s'adapter et de faire rayonner à partir d'éléments consensuels et indispensables d'un quartier culturel. Vous voyez la différence? Voilà, parce que sinon je peux vous rejoindre. Donc il faut, après la gentrification, sur des territoires comme le nôtre, ouvrir plus, permettre de s'émanciper, c'est véritablement un enjeu. Donc c'est comment nos habitants, par nos projets de rénovation, restent bien sur le territoire, mais bénéficient d'un renouvellement urbain et de nouvelles aménités et facteurs d'attractivité. Je crois qu'il y avait une dernière question, je ne sais pas si on a le temps. Ouais. Bonjour, je me pose la question du lien entre la culture existante autour dans les autres quartiers. Par exemple, je pensais à Casablanca. Vous avez délocalisé un festival. Que devient le spectacle vivant dans la ville de Casablanca, en dehors d'Anfa? Quels sont les liens? Vous avez parlé des liens avec les galeries, mais du coup, est-ce que ce n'est pas au risque implanter un festival, par exemple, dans Anfa? Est-ce qu'il y a un risque d'enlever de la vie culturelle dans d'autres quartiers, voilà. Non, pas du tout.
parce que déjà on a innové, c'est-à-dire accueillir un festival dans un espace vert, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et aujourd'hui, ça a permis à d'autres festivals de se créer, d'exister dans d'autres parcs à Casablanca qui ne sont pas chez nous. Donc ça, au contraire, ça a créé une mouvance. Et aujourd'hui, il y a un autre parc qui est géré par la ville, qui est un ancien vélodrome, qui accueille aujourd'hui des nouveaux festivals qui sont en train de naître. Il y a 3 festivals qui sont aujourd'hui, depuis l'année dernière, qui vont dans cet autre espace. Au contraire, ça crée un mouvement. Vous pouvez juste rappeler le nom du parc, de l'autre parc qui accueille les festivals? Le nôtre, c'est Enfa Park et l'autre, c'est le Vélodrome. Merci. Merci. Merci à toutes et tous pour vos questions. Merci à nos intervenants. On peut prolonger la discussion à la sortie si ça vous intéresse.